Autant en emporte le vent est une romance historique monumentale américaine. Ce film classique intemporel a propulsé de nombreux acteurs au sommet de la célébrité. Derrière ces grandes scènes se cachent de nombreuses anecdotes sur le processus de production. Un sujet qui intrigue particulièrement les spectateurs est la relation réelle entre Vivien Leigh et Clark Gable, les deux icônes du film. Rejoignez-nous pour découvrir ces histoires fascinantes restées cachées au public. Une décennie de dévouement. Le célèbre livre de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent, a eu un parcours incroyable depuis le début de son écriture jusqu'à son immense popularité. Publié en 1936, il a captivé le public avec son grand récit sur la guerre de sécession et ses conséquences. Mitchell, né en Géorgie en 1900, a travaillé très dur sur cette grande histoire à partir de l'âge de 25 ans. Ce qui est encore plus impressionnant dans l'accomplissement de Mitchell, c'est la façon dont elle a gardé son grand projet secret pendant si longtemps. Bien qu'elle ait passé plus de 10 ans à travailler sur le livre, elle n'en a parlé à personne jusqu'à ce qu'elle décide de l'envoyer pour publication. Lorsque Mitchell a finalement révélé son secret, ses amis et sa famille ont été stupéfaits. Un ami n'a pas pu le croire au début, ce qui a fait douter Mitchell de sa décision pendant un moment. Elle a même envisagé de reprendre le livre et de ne pas le publier, se sentant incertaine. Heureusement, tout s'est bien passé. Un éditeur a vu la grande qualité de l'écriture de Mitchell et a veillé à ce que son livre soit remarqué. Autant en emporte le vent est devenu un immense succès, vendant des millions d'exemplaires et remportant le prestigieux prix Pulitzer en 1937. Mais son plus grand succès est venu 3 ans plus tard, en 1939, lorsque le livre a été adapté en un film fantastique. Le film a remporté de nombreux prix et a émerveillé les spectateurs avec ses excellentes performances, ses décors magnifiques et ses costumes éblouissants. Il a donné vie au personnage de Mitchell et au cadre du Sud de manière inoubliable, marquant l'histoire du cinéma. Les batailles de David Selznick avec l'addiction pendant la production du film. David O. Selznick, un producteur de cinéma estimé, se trouvait à un carrefour de sa carrière, cherchant son prochain triomphe cinématographique après un échec avec un film sur la guerre civile. Sa confiance hésitait à explorer une autre narration historique, mais le destin avait d'autres plans pour lui. En 1936, à peu près au moment de la sortie du grand livre de Margaret Mitchell, Autant en emporte le vent, Selznick a eu l'opportunité de faire quelque chose de nouveau. Même s'il ne connaissait pas bien le livre, il a décidé de s'y intéresser. Dans un geste décisif, il a acquis les droits du film Autant en emporte le vent, investissant la somme colossale de 50 000 $. La décision de David O. Selznick d'adapter Autant en emporte le vent en film s'est avérée être d'une importance capitale et astucieuse au-delà de toute mesure, à son insu. Cela allait ouvrir la voie à l'une des créations cinématographiques les plus emblématiques de l'histoire, tant sur le plan financier que créatif. L'investissement a jeté les bases d'un chef-d'œuvre qui allait récolter de nombreux éloges et s'inscrire dans le tissu de la culture américaine de l'époque. L'acquisition des droits par Selznick a établi un record pour la somme la plus élevée jamais payée pour l'adaptation d'une œuvre littéraire. Conscient du risque financier substantiel, Selznick s'est lancé dans cette aventure avec un mélange de peur et de détermination. Au début, Margaret Mitchell n'était pas très impliquée dans la réalisation du film basé sur son livre. Mais en voyant à quel point Selznick et son équipe travaillaient dur pour donner vie à ses personnages, elle s'est davantage intéressée. Même si elle préférait garder ses distances, Mitchell était heureuse de voir le soin et la passion qu'il mettait dans son histoire. Voir ses personnages bien-aimés sur grand écran la rendait vraiment heureuse. Mitchell n'a pas été profondément impliqué dans les détails du film, mais sa collaboration avec Selznick a contribué à dynamiser le projet. Faire confiance à Selznick et à son équipe pour son histoire a créé un bon partenariat où tout le monde travaillait bien ensemble.
Au fur et à mesure de leur travail, les inquiétudes de Selznick concernant les dépenses importantes se sont transformées en une grande réussite grâce à leur collaboration efficace. La première de « Autant en emporte le vent » en 1939 a été un événement majeur, captivant l'imagination des gens du monde entier et devenant une sensation culturelle. Le succès massif du film a non seulement prouvé que l'investissement risqué de Selznick en valait la peine, mais il en a aussi fait une partie permanente de l'histoire du cinéma. Cependant, en coulisses, Selznick luttait avec des problèmes personnels, notamment la toxicomanie. Pendant la production chaotique, Selznick était comme un capitaine naviguant en eau trouble. Mais avec son talent créatif venait une dépendance troublante aux médicaments sur ordonnance. Les histoires du plateau dressent un portrait clair de l'addiction de Selznick, un acteur allant même jusqu'à dire qu'il prenait des pilules comme s'il s'agissait de pop-corn. La pression sur Autant en emporte le vent était énorme, avec le plus gros budget de tous les films de l'époque. Ressentant le poids d'un désastre financier potentiel, Selznick se tournait vers les drogues pour faire face. Bien qu'elle lui donnait confiance, elle le poussait également à contrôler obsessivement tous les aspects du film, du script au décor en passant par les performances des acteurs. Bien que sa vision et son engagement aient été cruciaux pour la réalisation de « Autant en emporte le vent », cela a eu un coût pour tous ceux impliqués. Le casting et l'équipe ont dû faire face à des horaires de tournage difficiles et à une pression constante, rendant le projet déjà difficile encore plus ardu. Avec le recul, le comportement erratique de Selznick, poussé par sa consommation de substances, a rendu les choses encore plus compliquées. Bien que son travail dans le cinéma soit indéniable, c'est aussi un rappel des luttes personnelles qui peuvent accompagner le succès créatif. Les réalisateurs de Autant en emporte le vent. Le premier réalisateur de Autant en emporte le vent a été renvoyé par David O. Selznick. La production chaotique du film allait au-delà des problèmes de casting et de toxicomanie. Elle s'étendait aux conflits en coulisses qui allaient façonner la réalisation du film. George Cukor, un réalisateur très respecté, avait été initialement choisi pour diriger l'adaptation du film. Mais sa collaboration avec le producteur David O. Selznick était remplie de désaccords intenses et de divergences de vision. L'habitude de Selznick de contrôler chaque détail du film a provoqué beaucoup de tensions entre lui et Cukor. Le réalisateur n'aimait pas que Selznick s'immisce dans le processus créatif, ce qui menait à des disputes houleuses sur le plateau. Finalement, la discorde entre eux est devenue insupportable et Selznick a décidé de licencier Cukor. Officiellement, il a déclaré que c'était parce que Cukor était trop lent dans son travail. Cependant, certaines personnes pensent qu'à cette époque, être ouvertement gay était mal vu à Hollywood. Il y a des rumeurs selon lesquelles Clark Gable, l'un des principaux acteurs du film, et d'autres personnes avaient des préjugés contre l'orientation de Cukor. Cela suggère que le licenciement de Cukor pourrait avoir été influencé par la discrimination. La véritable raison du renvoi de Cukor de « Autant en emporte le vent » reste incertaine. L'explication de Selznick selon laquelle Cukor travaillait trop lentement pourrait n'avoir été qu'un moyen de dissimuler des problèmes plus controversés. Que ce soit en raison de différences artistiques, de conflits professionnels ou de préjugés, les circonstances du départ de Cukor continuent de susciter des débats et d'ajouter à l'histoire mystérieuse de la production du film. La réalisation de Scarlett O'Hara. Le tournant dans la réalisation de Autant en emporte le vent est venu lorsqu'ils ont choisi Scarlett O'Hara, un rôle finalement attribué à Vivien Leigh. Pourtant, ce choix n'a pas été simple. Parmi 1400 candidates pour le rôle principal, Leigh a dû faire face à une forte concurrence. Cependant, son héritage britannique a posé un défi, car Scarlett O'Hara incarnait le sud des États-Unis avec un accent du sud, en contraste frappant avec l'éducation de Leigh. Pendant les auditions, Leigh a eu du mal à capturer le bon ton et le bon dialecte, risquant presque ses chances avec des glissements involontaires vers un accent nordiste. Malgré ces obstacles initiaux,
Sa ténacité et son talent d'actrice lui ont finalement permis de décrocher le rôle convoité. Cependant, l'annonce d'une actrice britannique incarnant un personnage iconique du Sud a suscité des réactions négatives et du scepticisme. Des organisations comme les Daughters of the Confederacy, profondément attachées au patrimoine sudiste, se sont farouchement opposées au choix de Leigh, y voyant une déformation de leur culture. Malgré leurs protestations et leurs appels à un nouveau casting, la décision est restée ferme. Tout au long du film, l'interprétation de Scarlett par Leigh a rayonné d'élégance et de grâce. Malgré des conditions ardues, elle a enduré les contraintes d'un corset serré, une norme de mode de l'époque conçue pour sculpter la silhouette des femmes, ajoutant une couche supplémentaire d'inconfort à sa performance. L'insistance du producteur David O. Selznick à améliorer son décolleté avec du ruban adhésif a encore aggravé sa tension physique. Au-delà des défis physiques, Leigh a dû faire face à ses propres luttes internes. Bien qu'elle soit plus tard reconnue comme l'une des interprètes les plus talentueuses de sa génération, elle a dû affronter les complexités du trouble bipolaire. La pression intense de la production a exacerbé sa condition, entraînant des sautes d'humeur importantes. Jongler entre les exigences de sa vie personnelle et les attentes d'incarner un personnage aussi emblématique a exigé une résilience bien au-delà des simples compétences d'actrice. Même si Leigh a dû faire face à des défis, sa performance dans Autant en emporte le vent reste inoubliable. Un moment marquant est le célèbre monologue qu'elle a livré à mi-chemin du film. Guerre, guerre, guerre. Ces discussions sur la guerre gâchent tous les divertissements de chaque fête ce printemps. Je suis tellement ennuyé que je pourrais crier. Les fans l'adorent encore aujourd'hui, montrant à quel point la performance de Leigh continue d'inspirer. Le parcours pour porter Autant en emporte le vent à l'écran a été semé d'embûches, allant des dilemmes de casting aux conflits en coulisses. Bien que le film ait finalement connu un immense succès et reçu des critiques élogieuses, son héritage reste complexe, surtout à mesure que les perspectives modernes scrutent sa représentation de la race et des événements historiques. Un défi majeur est apparu lors du casting, en particulier pour le rôle de Rhett Butler. Le casting de Clark Gable dans le rôle de Rhett Butler. Margaret Mitchell, l'auteur du roman, s'est d'abord tenue à distance de la production, mais a surpris beaucoup de gens avec son choix peu conventionnel. Elle favorisait le comédien Groucho Marx pour le rôle. La suggestion décalée de Mitchell laissait entrevoir un désir de rompre avec la tradition. Cependant, le producteur David O. Selznick avait une vision différente. Il voulait Clark Gable, une star hollywoodienne connue pour son charme et sa robustesse, pour jouer Rhett. Gable n'était pas sûr au début, en partie à cause de problèmes personnels comme des ennuis financiers liés à un divorce, mais il a fini par accepter le rôle. L'interprétation de Rhett Butler par Gable a captivé les spectateurs, cimentant son statut d'icône hollywoodienne. Le choix surprenant de Mitchell souligne les défis de l'adaptation de livres aimés en film, tandis que la dévotion inébranlable de Selznick met en lumière le rôle crucial du producteur dans la formation de l'histoire du cinéma. Clark Gable, connu pour son charme et son attrait durable, représentait l'idéal de l'acteur principal hollywoodien des années 1930, incarnant une masculinité robuste. Ces rôles reflétaient souvent l'image idéalisée de la virilité par la société, caractérisée par la force et la fierté plutôt que par la vulnérabilité. Cependant, dans Autant en emporte le vent, Gable a dû relever un défi à son personnage habituel de dur à cuire. Dans une scène clé, le personnage de Gable, Rhett Butler, vit la perte déchirante de sa fille, ce qui l'oblige à montrer une vulnérabilité inhabituelle pour lui. Ce moment exigeait des larmes et une rare démonstration de fragilité émotionnelle, forçant Gable à s'éloigner de son image typique de dur à cuire. Les discussions en coulisses entre Gable et le réalisateur Fleming ont révélé une lutte entre les attentes de la société et le besoin d'émotions sincères dans sa performance.
Fleming a encouragé Gable à embrasser la profondeur émotionnelle requise par le rôle, le poussant à se libérer de son personnage établi. Cette scène a non seulement mis en valeur les talents d'acteur de Gable, mais a également soulevé des questions sur l'identité personnelle et la perception publique à Hollywood. Le rôle de Hattie McDaniel en tant que mamie. Son rôle dans Autant en emporte le vent est un moment important dans l'histoire du cinéma. Elle a marqué l'histoire en devenant la première Afro-Américaine à remporter un Oscar. Mais son histoire va bien au-delà de ce prix et du personnage qu'elle a joué. Elle la relie à l'époque de la guerre de Sécession et porte une grande signification personnelle et culturelle. Née de parents anciens esclaves, les racines de McDaniel étaient profondément ancrées dans l'ombre de cette période tumultueuse. Bien qu'elle n'ait pas directement assisté aux batailles de la guerre, ses récits, ses chagrins et ses cicatrices lui ont été transmis comme des trésors familiaux précieux. Ces récits partagés lors des réunions de famille étaient des rappels de force et de survie résonnant d'un passé récent. L'identité de McDaniel était profondément liée à ces histoires, créant un lien personnel fort avec son rôle de mamie dans Autant en emporte le vent. Lorsqu'elle a remporté l'Oscar en 1940, cela a suscité des sentiments mitigés. Ce fut une grande victoire pour les Afro-Américains à Hollywood, mais cela a également révélé les divisions raciales persistantes de l'époque. Lors de la cérémonie des Oscars tenue à l'Ambassador Hotel, les politiques de ségrégation dictaient que Hattie McDaniel ne pouvait pas s'asseoir avec ses collègues acteurs, une ironie flagrante au milieu de la célébration qui n'a pas échappé à ceux conscients de l'injustice. Quand elle est montée sur scène pour recevoir son prix, elle l'a fait avec grâce, comprenant l'importance du moment non seulement pour elle-même, mais pour tous les Afro-Américains, en quête de respect et de dignité. Bien que l'interprétation de Mamie par McDaniel dans Autant en emporte le vent soit d'une importance historique, elle a été critiquée pour sa représentation romancée de la vie dans le Sud avant la guerre de Sécession et pour l'absence des véritables luttes vécues par les personnages afro-américains comme Mamie, que McDaniel incarnait. Malgré cette controverse, McDaniel a répondu aux critiques avec résilience, selon le Hollywood Reporter. Elle a maintenu sa position en déclarant « Je préfère jouer une bonne que d'être une bonne ». Cette réponse souligne sa détermination à continuer à poursuivre des rôles dans l'industrie malgré les limitations et sa résilience à surmonter les barrières sociétales. La relation entre Clark Gable et Hattie McDaniel était marquée par une chimie à l'écran durable et une romance appréciée. Gable, un allié indéfectible de McDaniel, l'a soutenue lorsqu'elle a été exclue de la première du film à Atlanta en 1939 en raison des lois ségrégationnistes en Géorgie. Leur amitié a commencé lors du film Sheena Sees en 1935, où McDaniel a joué un rôle significatif dans la promotion du film malgré le manque de reconnaissance appropriée. Cette collaboration antérieure a forgé une camaraderie durable entre Gable et McDaniel, donnant à Gable un aperçu du traitement inégal que sa co-star subissait bien avant que les controverses entourant Autant en emporte le vent n'émergent. Les efforts de l'équipe de tournage de Autant en emporte le vent. Autant en emporte le vent n'était pas simplement un récit se déroulant sur fond de guerre de sécession. Il représentait un témoignage des avancées technologiques et de la brillance artistique du cinéma des années 1930. Les visuels vibrants et vivement colorés du film marquaient un départ frappant des films en noir et blanc de son époque, plongeant le public dans un monde de splendeur technicolore. Parmi son récit grandiose, un détail apparemment minuscule mais significatif soulignait le véritable potentiel de Technicolor. Vivian Leigh, choisie pour incarner Scarlett O'Hara, avait naturellement les yeux verts. Cependant, le personnage de Scarlett était décrit comme ayant un regard bleu captivant. Alors que cette inconsistance aurait pu passer inaperçue dans une production en noir et blanc, elle devenait flagrante dans le monde vibrant du Technicolor. Les cinéastes faisaient de face à un défi de taille,
car modifier la couleur des yeux d'un acteur en post-production n'était pas une mince affaire à une époque dépourvue d'effets numériques. Imperturbable, l'équipe méticuleuse derrière Autant en emporte le vent comprenait l'importance de rester fidèle à la vision de Margaret Mitchell. Ils se sont lancés dans un processus minutieux, ajustant la couleur des yeux de Leigh image par image, veillant à ce que chaque aspect du film corresponde à la grandeur de sa présentation en Technicolor. Cet effort méticuleux impliquait l'utilisation de filtres colorés, une attention particulière à l'éclairage et l'emploi stratégique de gros plans et de maquillage. Grâce à ces techniques, les cinéastes ont transformé sans effort les yeux de Leigh du vert verdoyant au bleu captivant. Autant en emporte le vent a témoigné d'un dévouement à l'authenticité et à l'innovation artistique, mêlant l'élan narratif à des visuels époustouflants. Au fil du temps, il a conservé son importance en tant que symbole de dépassement des frontières cinématographiques et de brouillage des lignes entre la réalité et l'illusion, inspirant les cinéastes à rêver en couleur et à redéfinir la narration. Clark Gable, connu pour son image forte et robuste, avait en réalité ses propres inquiétudes et doutes. Malgré sa confiance apparente à l'écran, Gable était complexé par la taille de ses oreilles. Cette petite insécurité le rendait très attentif à la manière dont il était filmé, entraînant des ajustements amusants en coulisses. Il peut être surprenant pour les fans d'imaginer le confiant Rhett Butler nécessitant des réassurances lorsque les caméras ne tournaient pas. La création de Autant en emporte le vent était bien plus que la réalisation d'un film. Elle est devenue un riche mélange de culture, de personnalités et de traits uniques. Chaque acteur, avec ses propres origines et particularités, ajoutait des couches à leurs personnages, les rendant inoubliables. Ces particularités individuelles donnaient vie aux personnages, les rendant relatables malgré leurs intrigues grandioses. L'inclusion d'une ligne désormais célèbre dans Autant en emporte le vent a marqué un moment décisif dans l'histoire de la censure cinématographique et le défi des lignes directrices morales établies par le Code Hays dans les années 1930. Dans le roman épique de Margaret Mitchell, Rhett Butler prononce cette réplique emblématique à Scarlett O'Hara. « Franchement, ma chère, je m'en fous. » Cette déclaration audacieuse est devenue un moment décisif du récit, capturant l'indifférence de Rhett et marquant un point crucial dans la dynamique des personnages. Cependant, le Code Hays, établi en 1934, imposait des normes morales strictes aux films américains, régulant le contenu permis, du langage aux représentations de la violence. Même l'utilisation du juron relativement léger « damn » était considérée comme inappropriée. Sous ces règles, David O. Selznick, le producteur de Autant en emporte le vent, comprenait l'importance de la réplique de Rhett Butler pour le roman et pour l'adaptation cinématographique. Il savait que supprimer ce moment clé diminuerait l'impact de l'histoire. Sachant qu'il devait surmonter les restrictions du Code Hays, Selznick s'est lancé dans un effort de lobbying déterminé et prolongé pour obtenir la permission d'inclure cette réplique dans le film. Après des mois de lutte, il a réussi à faire valoir que son inclusion était essentielle pour l'intégrité artistique de l'œuvre et une représentation fidèle du roman de Mitchell. Le Code Hays est resté en vigueur jusqu'à son abolition en 1968, ouvrant ainsi la porte à une plus grande liberté artistique. L'incendie d'Atlanta, depuis la première étincelle jusqu'aux incendies massifs qui illuminent le ciel, est l'une des scènes les plus mémorables de Autant en emporte le vent. Mais ce n'est pas seulement un spectacle époustouflant. C'est une histoire de créativité, d'audace et d'un budget qui est parti en fumée. La tâche était immense. Comment montrer la destruction d'une ville entière en capturant son immense échelle et les émotions fortes qu'elle suscite? Cet incendie n'était pas seulement en arrière-plan. Il était comme un personnage à part entière, symbolisant la fin d'une époque et le début d'une autre. Le producteur David O. Selznick savait à quel point cette scène était importante. Elle devait être grande, déchirante et surtout réaliste. Dans les années 1930, les effets pratiques régnaient en maître,
et les CGI n'étaient qu'un rêve lointain. Si Atlanta devait brûler, elle devait brûler pour de vrai. La solution ingénieuse a émergé des coins poussiéreux des terrains de MGM, encombrés de décors obsolètes des productions précédentes. Il a été décidé que ces décors, y compris la façade imposante de la porte de King Kong, alimenteraient la destruction enflammée d'Atlanta. Bien qu'un choix pragmatique, la réutilisation de ces vieux décors avait une portée symbolique. Elle reflétait l'essence de l'histoire, en faisant place au nouveau. Quand les braises se sont refroidies et que la fumée s'est dissipée, il était évident que le pari avait été réussi. L'incendie d'Atlanta est devenu la référence en matière de spectacle cinématographique, une scène citée et vénérée pendant des générations. Son impact transcendait la splendeur visuelle, il portait un poids émotionnel, encapsulant parfaitement l'esprit turbulent de l'ère de la guerre de sécession. Les histoires en coulisses. Autant en emporte le vent est plus qu'une simple histoire principale. C'est une collection de récits plus petits qui s'entrecroisent pour créer un chef-d'œuvre. Chaque acteur, même ceux avec un rôle bref, a contribué à sa brillance. Par exemple, la nourrice de Bonnie Blue a montré sa force dans des moments difficiles sans dire grand-chose, et il y avait le soldat qui racontait la capture d'Ashley, déclenchant une partie importante de l'histoire. Même s'ils n'étaient pas longtemps à l'écran, ces acteurs ont rendu le film plus émouvant. Leurs interactions avec les personnages principaux suggéraient un monde rempli d'histoires et de cicatrices. De plus, dans une scène emblématique, Scarlett O'Hara se déplace à travers une mer de soldats blessés. Pour réaliser cela, des centaines de mannequins soigneusement conçus ont été placés stratégiquement parmi de vrais acteurs, démontrant à la fois l'impact visuel du film et son ingéniosité. Parmi les plaisanteries ludiques de Clark Gable, un moment particulièrement mémorable impliquait sa co-star Hattie McDaniel. Pendant le tournage d'une scène où le personnage de McDaniel, Mamie, était censé tenir un verre de thé, Gable a décidé d'ajouter une touche d'humour à la situation. Se basant sur leur collaboration précédente et connaissant la personnalité de McDaniel, il a saisi l'occasion de s'amuser un peu. Au lieu de thé, il a discrètement remplacé le liquide dans le verre de Mamie par du vrai whisky à l'insu de McDaniel. Au fur et à mesure que la scène se déroulait, McDaniel, sans se douter de la substitution, a pris une gorgée de ce qu'elle croyait être du thé. À sa grande surprise, le goût du whisky l'a frappé, la laissant momentanément étonnée et recrachant le liquide. Malgré le choc initial, McDaniel a pris la plaisanterie avec humour. Cependant, elle n'a jamais vraiment pardonné à Gable pour cette farce, même si elle comprenait que c'était pour rire. Cet incident amusant, où le vrai whisky a fini par être inclus dans la version finale du film, est devenu une anecdote mémorable dans leur histoire commune de tournage. Dans le Hollywood des années 1930, Vivien Leigh faisait face à un écart salarial flagrant par rapport à son co-star Clark Gable dans « Autant en emporte le vent », reflétant la lutte de l'industrie pour aligner les progrès à l'écran avec les inégalités réelles. Leigh, rayonnante et captivante à l'écran, dissimulait la dure réalité qui se cachait sous la surface. Les revenus de Gable surpassaient largement ceux de Leigh, non seulement en raison de négociations contractuelles individuelles, mais aussi à cause d'un problème systémique. Gable a été présent à l'écran pendant un total de 71 jours et a été payé une somme considérable de 125 000 $. En revanche, Vivien Leigh, la lumineuse Scarlett O'Hara, a consacré plus de 125 jours à son art, mais n'a reçu que 25 000 $ pour son engagement inlassable. Cette différence flagrante de rémunération est un rappel poignant des préjugés de genre et des disparités économiques qui ont marqué l'industrie du divertissement, même au sein des productions de grande envergure. Merci de nous avoir regardés. Nous nous reverrons dans la prochaine vidéo.